Merci à tous ceux qui ont bien accepté de braver la tempête qui nous afflige à Montréal et les fuseaux horaires aussi à distance et les interwebs pour ceux qui sont avec nous par Internet. Je suis Chantal Robillard, la responsable de l'axe TIC et santé du réseau de recherche en santé des populations du Québec, qui est un réseau financé par les fonds de recherche du Québec en santé. Aujourd'hui, on a notre première de 3 midi-conférences sur la co-construction dans la création d'une nouvelle technologie en santé, l'exemple de Myéline. Je suis heureuse d'accueillir Marc-Olivier Schul, qui est présent avec nous en salle, et Catherine Lord, qui se joint par Zoom. Oui, c'est Zoom. Alors, on voit la complexité de la logistique aujourd'hui. Et on a plusieurs personnes en salle pour l'événement. Et l'événement est enregistré, donc on va pouvoir le mettre sur notre chaîne YouTube de TIC et Santé pour ceux qui n'auront pas pu être présents aujourd'hui. Oui, bien sûr, vous êtes bienvenus. Entrez. Oui, conférence. Oui. Alors, Marc-Olivier est cofondateur et PDG de Myéline, une plateforme d'information de collaboration en autisme, et Catherine Lord est responsable de notre sous-comité à nous de TIC et Santé sur le développement de compétences et la littératie numérique des usagers de l'axe TIC et Santé. Moi-même, je suis responsable de l'axe TIC et Santé. Le réseau, dans son ensemble, a pour objectif de structurer, soutenir et diffuser la recherche en santé des populations. Et plus particulièrement, TIC et Santé vise à soutenir la recherche sur les compétences et la littératie en santé numérique. Également, l'intégration des technologies dans la pratique clinique, l'encadrement éthique et légal de la santé numérique et réfléchit également sur le développement de la recherche sur l'éthique et la santé. C'est un mandat qui est quand même assez vague, donc on a une grande diversité là, de présentations. Et la première aujourd'hui, c'est sur Myéline. J'aimerais porter, en fait, je suis très heureuse de recevoir là, Marc-Olivier et Catherine aujourd'hui, parce que pour nous, Myéline, dans le réseau de la santé, c'est une référence qui devient de plus en plus importante comme modèle pour aider à une co-construction des connaissances et à l'intégration des connaissances dans la pratique clinique et l'apport du patient partenaire dans la construction de ces nouvelles connaissances-là. Donc, je suis heureuse qu'on puisse en connaître davantage aujourd'hui. Bon, on m'a demandé de commencer en présentant Myéline. En fait, je vais essayer de présenter un peu différemment que ce que je présente d'habitude parce que, comme on venait se centrer sur la co-construction aujourd'hui, je veux vraiment essayer de raconter l'histoire de Myéline. Comment est-ce que ça s'est développé? Parce que souvent, ce que les personnes connaissent de Myéline, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, donc une plateforme d'information et de collaboration dans le domaine de l'autisme qui vise à être dans la totalité du domaine de la santé mentale. Sauf qu'en fait, quand on a commencé, c'était parti un peu d'ailleurs. Moi, là-bas, je suis doctorant en psychoéducation. J'ai une grosse obsession dans la vie qui est de se dire, mon Dieu, on accumule énormément de connaissances scientifiques qu'on n'utilise pour la majorité pas. Dans le domaine de la santé mentale, il y avait des études qui montraient que jusqu'à 84% des recherches étaient juste inutilisées. Et en tant que doctorant, se dire, yay, j'ai presque 9 chances sur 10 que tout ce que je fais ne serve à rien, c'était pas mal déprimant. Et d'un autre côté, je suis en psychoéducation, donc je venais du terrain et je vois l'importance de pouvoir prendre des décisions. Et c'était comment est-ce qu'on comble cette espèce de fossé qui est entre les deux. Et pendant des années, c'était vraiment quelque chose où j'étais comme... Tout le monde nous donnait accès à des bases de données, puis j'étais comme, OK, mais rien qu'en autisme, en santé mentale, il y a 3000 articles publiés par jour. Si tu veux juste lire ce qui se fait en autisme, tu en as pour aujourd'hui à peu près 18 heures de lecture par jour. Ce qui est fun, mais on a comme d'autres choses à faire dans la vie. Et c'est encore en train d'augmenter régulièrement, donc clairement, on n'avait pas de solution. Et on a eu la chance d'avoir des avancées technologiques qui commençaient à offrir des possibilités pour répondre à ce besoin-là. Donc évidemment, moi en tant que bon doctorant, j'étais comme « Wow, génial, je vais utiliser mon cerveau absolument brillant pour trouver une façon de combiner tout ça, je vais amener ça sur la pratique, les gens vont être contents. » Ils vont nous envoyer des fleurs, de l'argent, tout ça, on va sauver le monde. Fait que j'ai réussi à trouver des personnes qui étaient à peu près aussi motivées que moi. Et on a passé une bonne année pour réfléchir sur ces choses-là. Quand je dis réfléchir, on a évidemment consulté beaucoup de personnes. On était persuadés de faire bien de la co-construction, d'aller rencontrer certains intervenants, de rencontrer des experts. On a créé un premier prototype qui était un beau site web. On a amené ça au grand public, prêt à recevoir une ovation. Et les gens nous ont dit « Ouais, mais en fait, non,
c'est pas exactement ça dont on a besoin. Parce que là, globalement, ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, je vois mon patient, mon enfant, mon ami, qui, par exemple, a un problème très concret, comme il a une phobie des dentistes, et il faut bien qu'il aille chez le dentiste à un moment. Et là, je vais sur votre site, et vous me dites, ben, il semblerait que les scénarios sociaux et l'approche comportementale soient plus efficaces que certaines approches dérivées des mouvements psychodynamiques ou psychanalytiques. Je fais quoi avec ça? C'est comme, ok, on s'est planté quelque part, on va retourner sur notre table à dessin, on va rencontrer d'autres personnes, on va décidément faire des ateliers, faire d'autres choses, parce que clairement on s'est planté quelque part, et on va passer beaucoup plus de temps à rencontrer justement autant les intervenants que patients, familles, organisations. Donc on a commencé à créer beaucoup d'événements, puis je pourrais vous en parler plus en détail après, et à un moment on a trouvé la solution. Il fallait compléter les informations scientifiques par des informations provenant du terrain. Enfin, évidemment, comme d'habitude pour ce qu'on fait, on s'est trouvé extrêmement brillant d'avoir pensé à ça. On a créé une nouvelle version du prototype, on a passé pas mal de mois là-dessus. Cette fois, on a vérifié avec les gens, est-ce que ça répond à vos besoins un peu plus, etc. Puis là, on est arrivé à d'autres ateliers justement de co-construction en disant, écoutez, on a trouvé, on s'était trompé une fois, c'était une erreur, mais là, c'est bon. On va combiner ces deux sources d'informations et on a trouvé la réponse. Clairement, vu la façon dont je le présente, vous vous doutez que ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé à la fin, parce qu'une fois de plus, la réponse qu'on a eue, et on commence à s'y habituer au bout d'un moment, c'est comme « ouais, mais c'est toujours pas ça ». Parce que là, globalement, je vous ai dit « ok, mon enfant a toujours ce problème-là, vous me dites qu'il y a tel grand mouvement qui est plus soutenu, vous me donnez 2-3 exemples de comment c'est appliqué sur la pratique, ce qui fait que je me retrouve avec, vu toutes les possibilités qui existent, avec 500 interventions possibles. Cool, je fais quoi avec ça? Parce que c'est bien gentil, mais il n'y a pas du tout ça qui s'applique dans la situation dans laquelle je suis. Ce qui a du sens, et ce qui nous avait littéralement ramené au problème de base qu'on avait au tout début, qui était il y a trop d'informations, et là les gens se retrouvaient de nouveau avec trop d'informations. Ce qui fait comme, effectivement, on va retourner sur la table à dessin, et cette fois on va réfléchir sur comment pouvoir plus personnaliser ça. Et la seule solution qu'on avait, c'était de commencer à utiliser des données plus individuelles. Dans le sens de, à un moment, si tu veux tester quelque chose avec quelqu'un, il va falloir que tu apprennes plus sur cette personne. Pour, par exemple, éliminer tout ce qui n'est pas pertinent. Puis même, tu vas quand même te retrouver avec plusieurs interventions. Puis tu vas devoir tester, prendre des données sur est-ce que ça a marché, avoir une boucle de rétroaction qui va nous permettre de non seulement mieux connaître la personne, donc pouvoir donner des meilleures recommandations, mais aussi avoir plus d'informations sur chaque intervention pour pouvoir plus personnaliser. Et ça, c'est devenu le cœur de l'idée qui est derrière Myelin, on n'est pas les meilleures sources d'informations scientifiques aujourd'hui. Je veux dire, vous pouvez continuer d'aller chercher sur des grandes bases de données, vous en trouverez objectivement plus. On n'est même pas les premières sources d'informations au niveau de l'information purement du terrain. Je veux dire, vous trouverez plus d'interventions sur Facebook ou Pinterest que ce que vous trouverez sur Myelin. On n'est pas les meilleurs au niveau de l'intégration des données, on va dire, populationnelles, etc., parce que le gouvernement a sans aucun doute plus de données que nous. Par contre, on est les très rares qui essayons de combiner toutes ces informations ensemble en se disant ce que vous avez besoin, ce n'est pas d'avoir 3 sources de données complètement séparées, mais de voir comment est-ce qu'on peut mettre tout ça ensemble. Ça fait que ça, c'est là où on en était arrivé à la fin de l'année 2018. Et on a commencé à présenter tout ça aux personnes qui nous ont dit « cette fois c'est bon, vous avez trouvé, on est dans la bonne zone. Par contre, la façon dont vous le présentez, c'est vraiment très moche et je ne vais jamais utiliser ça dans ma vie de tous les jours. » Fait que là, tu te dis « ok, ben, il va falloir qu'on travaille sur ça parce que c'est bien gentil d'offrir un nouvel outil pour que ce soit les professionnels ou le grand public. Si les gens ne l'utilisent pas, soit parce que ça ne correspond pas à leurs besoins, on va dire, de facilité d'accès, ou parce que, littéralement, ça prend 5 minutes à chaque fois qu'ils cherchent quelque chose, et ils n'ont malheureusement pas 5 minutes à perdre à chaque fois qu'ils cherchent quelque chose, il va falloir continuer d'améliorer ça. Et on est rentré dans une deuxième phase de co-construction, en se disant, là, on n'est plus en train d'essayer de déterminer dans quelle grande voie est-ce qu'on va. On commence à avoir une bonne idée là-dedans. On est surtout en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va le faire. Et on a passé ce qui devait être 6 mois, qui finalement est devenu quasiment 1 année, et qui n'est clairement pas encore fini, à sortir des nouvelles versions de l'application plus ou moins chaque mois,
des nouvelles versions de la plateforme avec des nouvelles fonctionnalités qu'on met, qu'on renlève, qu'on remodifie, aller chercher sur le terrain de « ok, on aimerait que vous mettiez ça en application, est-ce que ça marche? Oui, non ». À voir que finalement, la petite chose qu'on se disait qui allait prendre 3 secondes pour les intervenants, leur prenait en réalité 5 minutes à chaque fois et était inacceptable. Que le beau travail de vulgarisation qu'on a fait sur nos articles, finalement, est incompréhensible pour plein de gens. Ce qui fait que je pense qu'on est rendu à la version, on est en train de se battre un peu à l'intérieur de Myriline pour savoir à quelle version est-ce qu'on est rendu. Mais on va dire 50 et plus. Donc, et on estime qu'on n'est pas encore arrivé au bout du travail. Ce qu'on a aujourd'hui, je vais juste vous le montrer très rapidement pour vous donner une idée. Ce qu'on a aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc, comme on le voit, il y a, on va dire, il y a plusieurs zones pour si les personnes travaillent dans plusieurs environnements. On a toutes les personnes pour qui on est en train de chercher de l'information. On a ce qu'on appelle notre boîte à outils. On peut ranger toutes les interventions, toutes les informations qu'on trouve pertinentes. Et on a notre système de recherche. Si on cherche quelque chose, comme par exemple sur le sommeil, on va trouver des informations qui proviennent de Myriline, qui sont en général plus tirées de l'information scientifique, et des choses qui proviennent de la communauté, comme par exemple ici de la Fédération québécoise. Une fois qu'on a trouvé quelque chose, on peut l'enregistrer dans la boîte à outils, on peut l'enregistrer aussi sur un profil spécifique, et lorsque je retourne sur mon accueil, quand je vais dans le profil de quelqu'un, je vais avoir non seulement des informations sur la personne, mais je vais avoir aussi toutes les interventions, toutes les informations, tous les questionnaires que j'ai trouvés intéressants. Et sur chacun, je peux faire un suivi, comme par exemple, là c'est un exemple de relaxation avec de la musique, de quelle était la situation. Je vais mettre n'importe quoi parce que c'est une chose de test et que je suis dysorthographique et que j'ai pas envie de vous faire trop souffrir à essayer de me lire. Et ce que ça permet de faire, c'est de voir la progression qu'on a pour chaque chose. Enfin, qu'il y a des choses sur les situations, il y a des choses sur comment est-ce que l'intervention en tant que telle a changé avec le temps. Et évidemment, il y a la possibilité de pouvoir partager avec plusieurs personnes en se disant, par exemple, cette intervention, ben non seulement moi je la mets en activité, mais par exemple toutes les personnes autour, que ce soit la famille, que ce soit les intervenants, que ce soit les enseignants, peuvent aussi dire si ça a marché ou pas. Ça nous permet, une fois de plus, de savoir pour cette personne spécifiquement, est-ce qu'on doit continuer, ou au contraire, est-ce qu'on doit arrêter, est-ce que ça a des effets négatifs. Mais ça nous permet aussi petit à petit d'apprendre cette intervention, développée par telle personne ou inspirée de tel mouvement scientifique, elle marche pour quelle personne, tel type de personne concrètement. Maintenant, je pourrais vous parler de plein d'autres choses qu'on a mis en place parce qu'évidemment, à force de parler avec les gens, ils nous ont dit c'est mignon votre façon de faire, mais c'est long de créer un outil. Enfin, qu'il faudrait aussi qu'on ait un système de notes, un système de chat, un système d'échange. Il faudrait qu'on rajoute des protections là-dessus parce que, évidemment, on ne veut pas que quelqu'un ait accès à certaines données. Il faut qu'on rajoute de la modularité parce que la réalité d'une école, la réalité d'un hôpital sont radicalement différentes. Mais le modèle reste toujours le même. Chercher de l'information, essayer de la mettre en place avec une personne et avoir de plus en plus d'informations pour pouvoir personnaliser ça. Cette version-là est issue à peu près justement de 2 ans de co-construction, puis on reviendra là-dessus. Mais honnêtement, c'est une version avec laquelle on n'est pas encore du tout satisfait parce qu'elle répond très bien aux besoins des intervenants, mais pas du tout encore au niveau du grand public. Il y a beaucoup trop de textes, c'est beaucoup trop structuré dans une vision très médical, il y a plein de parents qui nous ont dit écoute, moi je suis perdu dans votre façon de penser, alors que nous, ça nous semblait complètement évident. Ce qui fait que finalement, la co-construction, on a comme commencé à accepter que c'était pas juste une phase de Myriline jusqu'à ce qu'on trouve la bonne réponse, mais que ça allait devenir notre mode de fonctionnement, on va dire, permanent. Enfin, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Et pour éviter que je vous fasse juste une présentation de 2 heures, parce que j'adore parler de ce sujet, je vais laisser commencer sur la première question que tu voulais nous poser. Est-ce que pour vous, vous êtes capable de définir ce qu'est la co-construction, avec le temps qu'on a évidemment, pourquoi on en fait, qu'est-ce qui vraiment fait émerger ce besoin, pour qui, et puis on n'est pas, tu le disais, il y a toujours ce besoin des usagers, mais aussi des intervenants. Donc comment tu arrives à répondre à ces deux cibles, si on peut appeler ça comme ça, mais dans un temps assez similaire, sachant que ça n'est pas le même temps de consultation de l'information d'un côté et de l'autre, et surtout comment optimiser. Donc là on comprend qu'il y a plusieurs phases et qu'il faut être très humble, de revenir toujours sur ses succès, mais est-ce qu'il n'y a pas de formule magique, mais est-ce que vous arrivez à dégager des étapes en fait de ce type de... Eh ben, Catherine, je vais te laisser commencer parce que ça fait beaucoup de questions, non? D'accord, bon, bonjour tout le monde.
Vous m'entendez tous bien? Ou il y a quelqu'un qui peut me répondre? Oui, c'est bon. D'accord. C'est effectivement une grosse question. La co-construction, elle a beaucoup de synonymes en plus. Il y en a qui parlent de co-création, il y en a qui parlent d'innovation ouverte, il y en a qui parlent... Donc, il faut parler un peu de la même chose ou d'entrepreneuriat collectif. Dans ce cas-ci, on parle surtout de travailler ensemble pour arriver à un produit fini. Et le ensemble, c'est les parties qui vont vouloir produire quelque chose pour que quelqu'un reçoive quelque chose. Donc, le receveur et le producteur vont travailler à coproduire quelque chose. Dans ce cas-ci, ce que Marc-Olivier met en lumière avec son projet, une des difficultés dans la coproduction, c'est de savoir à qui on parle. Donc, et qui va être preneur. Pour Marc-Olivier, qui veut sauver le monde, il a décidé de s'attaquer aux parents, aux écoles, aux intervenants en santé et au grand public. Donc, le défi est de taille. Personne très nous l'a bien démontré, et ce qui fait qu'effectivement, ça va être un travail de longue haleine et permanent, comme tu l'as dit. Puisque les besoins changent et en numérique encore plus, ça évolue rapidement. Peut-être moins dans les institutions, mais au niveau du grand public, on est confronté à plusieurs outils et à s'adapter à la technologie assez rapidement. Donc, coproduire, pour moi, c'est vraiment travailler ensemble dans un but commun. Ce qui est difficile, c'est de savoir c'est quoi ce but-là aussi. Donc, on parle beaucoup d'établir les besoins, mais l'être humain n'est pas tellement bon à dire ses besoins. Toute personne en couple le sait sûrement. C'est beaucoup plus facile de savoir ce qu'on veut pas de ce qu'on veut. Ce qui fait que la coproduction, souvent, puis tu l'as nommé Marc-Olivier, a besoin d'itération, a besoin de documents martyrs, et donc est nécessairement une tâche d'humilité. Il faut toujours, comme tu le disais, revenir sur sa planche à dessin, mettre son ego de côté, penser qu'on a trouvé la bonne solution et se faire dire « ben ça répond pas à mon besoin ». Puis je dis « ouais, mais ton besoin, je te l'ai demandé, tu m'as dit que c'était ça ». Puis là, ben, se réaliser qu'en fait, il y a encore une fois quelque chose qui s'est perdu entre les deux. Donc, l'écoute et nommer le besoin, découvrir le besoin n'est pas toujours facile dans la coproduction. Ce qui fait que souvent, puis là, il y a des revues systématiques, il y a des, entre autres à laquelle je pense, là, il y a des études qui ont été faites sur la coproduction, la co-création, la co-construction, qui démontrent que les gens disent qu'en fait, l'implication des citoyens, l'implication du grand public donne quelque chose de très positif, mais on dirait que ça se passe par magie. Ce qui nous ramène souvent à... il manque un processus clair, il manque des évaluations et il manque une rétroaction qui est suivie et resuivie. Donc, puis ça, Marc-Olivier, je crois que tu as beaucoup travaillé là-dessus dans ton effort avec Mieline. Tu nous as fait, par exemple, tu nous as même fait des rétroactions. Si on va sur le site de Mieline, il y a plein de vidéos où tu nous décris tout ce qui est arrivé. On peut t'écouter pendant des heures, effectivement. Nous parler de ce que vous avez trouvé, de ce que vous avez, des facilitateurs et des barrières auxquelles vous avez fait face, parce qu'il y en a des tonnes, et plus on fouille, plus il y en a. Parce que c'est toujours plus facile de dire non que oui. Et si je peux rebondir là-dessus, je pense que c'est un élément clé, parce que souvent on nous demande, ben écoute, comment est-ce qu'on fait de la co-construction? Puis je suis comme, écoute, honnêtement, après 2 ans à en faire, je crois que j'ai aucune idée. La chose qui est très claire, puis je pense que c'est une chose qui est vraiment fondamentale là-dedans, c'est qu'il y a un changement d'attitude à faire. Puis honnêtement, quand au début on me disait « ouais, mais toi t'arrives avec tes pieds de chercheur, etc. » J'étais comme « ben non, écoute, vraiment je pense que je suis quelqu'un qui est sensibilisé à tout ça, etc. » Et en fait j'ai réalisé que plus tu avances là-dedans, plus effectivement tu es habitué à analyser le monde sur un certain angle, à essayer de prendre de la distance par rapport à la problématique. Tu as beaucoup de choses qui sont très, je dirais, affectives derrière, même si c'est pas forcément volontaire. Tu as plein de personnes qui sont comme genre, ouh, tu as un doctorat, c'est génial. Puis au bout d'un moment, tu dis, c'est génial quand même. Et il y a vraiment un travail de se dire, ok, j'ai un type de connaissance
Et ces connaissances ont vraiment pas plus de valeur que d'autres connaissances qui existent sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'on peut utiliser, qu'il n'y a pas certains points où la méthode scientifique est clairement meilleure pour éliminer des biais ou d'autres choses, mais ça n'a pas intrinsèquement plus de valeur que ce que peut avoir le vécu personnel d'un patient. Il y a certaines forces, il y a aussi certaines limites, et quand on parle de réponse aux besoins, la méthodologie scientifique est encore pas très bonne là-dedans. Ensuite, une fois que tu as fait ce changement d'attitude, puis tu es comme, OK. Puis quand je dis une fois que tu as fait, c'est un travail permanent, puis je me surprends encore régulièrement à dire des choses comme genre, oh, OK, on va calmer l'ego là-dessus. Mais je te dirais, il y a vraiment une question d'un, OK, je vais vous annoncer que je vais faire de mon mieux pour essayer de travailler avec tout le monde. Et si à un moment je ne le fais pas, ben dites-le moi, puis n'hésitez pas à me reprendre. Ça, il ne faut pas juste le dire, mais il faut vraiment sincèrement y croire. Les gens vont commencer à te donner des feedbacks et à vraiment te dire ce qu'ils pensent à partir du moment où ils ont vu que tu étais plus heureux de recevoir des critiques qu'autre chose. Puis nous, on essaye vraiment de l'amener à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, de dire, écoute, on est un des rares milieux où plus tu vas chialer, plus on est content. Puis si vous avez des chialeux dans votre équipe, donnez-les nous, on les veut, et même chose. Mais ça doit être profondément sincère. Ensuite, sur comment faire concrètement la co-construction, on nous a donné plein de méthodes. Que ce soit justement des ateliers délibératifs, soit des ateliers de co-construction, que ce soit du design thinking, que ce soit plein de choses. Parfois, ça t'amène des choses géniales. Parfois, on a eu des insights 10 fois plus intéressants au bout de la 5e bière dans un bar avec des amis qui ont un diagnostic. Je te dirais que ça va vraiment dépendre, puis qu'il faut faire de l'itération en masse jusqu'à trouver, de se dire, écoute, c'est ça qui est pertinent. Puis effectivement, ça amène beaucoup de flou, ce qui est très anxiogène, notamment dans un domaine de recherche, parce qu'on a passé par plusieurs moments où les gens nous disaient, ouais, mais au fond, myéline, c'est quoi? Puis t'es comme, je peux donner la définition de ce que c'était il y a 3 mois, puis c'était très très clair, on analyse des articles scientifiques pour donner l'information à des intervenants. Là, on est en pleine remise en question. Repose-moi la question dans 3 mois, c'est hyper anxiogène, mais c'est à peu près la seule façon de faire. Quand on me demande comment est-ce qu'on fait de la co-construction, à part, en gros, prendre une grande respiration et se jeter dedans en disant, j'ai aucune idée de comment le faire, venez m'aider. Et c'est vous qui allez m'aider à le faire. Et quand je dis vous, autant intervenants que parents, que patients, on parle beaucoup des patients partenaires ces temps, j'aime pas vraiment ce terme, mais bref, d'aller chercher toutes les personnes concernées. Il n'y a pas vraiment d'autres trucs magiques de faites étape 1, 2, 3, 4. Désolé. Oui, je te pose une question. Ouais. Si on vient au plus original et qui me semble toujours présent, ça me semble, et là j'essaie de synthétiser un peu, d'utiliser la technologie pour soutenir les démarches de personnes dans une démarche de santé mentale. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer avec ça comme... Alors je te dirais, c'est vraiment une c'est une bonne question. Parce que moi, c'est comme ça que je le voyais. De me dire, il y a des nouvelles technologies, je veux utiliser ces nouvelles technologies. Finalement, les technologies, c'est juste un outil ou un moyen qu'on a. Du coup, ça ne peut pas forcément être ton objectif. Fait que nous, vraiment, ce qu'on avait au début, c'était donner accès à l'information scientifique. C'était notre objectif, puis les technologies étaient une façon d'atteindre ça. Maintenant, ce qu'on a réalisé, c'est que l'accès à l'information scientifique, c'était qu'une partie. Fait qu'on a dû redéfinir notre objectif en disant, le but, c'est de donner accès à de l'information rigoureuse. Donc, déjà là, on pourrait commencer à intégrer des choses qui provenaient de la communauté, et les technologies sont une façon de le faire. Et de plus en plus, c'est de faire accéder et partager de l'information obtenue d'une façon qui soit scientifiquement rigoureuse, ce qui ensuite peut faire partie d'aller chercher des articles scientifiques avec, par exemple, des algorithmes de machine learning ou d'autres choses, mais peut aussi simplement aider les personnes à pouvoir rentrer des données dans la base de données de façon plus efficace. Enfin, que ça prend un ensemble de méthodologies différentes qu'on peut mettre dedans. Je ne sais pas si j'ai répondu à... En partie, mais ce que je peux dire aussi maintenant, c'est que vous avez choisi au préalable un sous-ensemble de technologies, plus orienté vers le partage de l'information scientifique. Oui, en fait, par essence, on avait posé une hypothèse sur justement ce qu'on avait besoin comme technologie. On s'est dit, ce qu'on a besoin comme notre problème identifié au début, c'était la masse d'informations. On s'est dit, ce qu'on a besoin, c'est une technologie qui va pouvoir réduire cette masse d'informations. Donc du coup, les algorithmes d'apprentissage machine étaient idéaux pour ça, parce que c'est littéralement une des choses dans lesquelles ils sont doués. On a aussi d'autres technologies pour
bref, s'assurer que ce soit fait de façon rigoureuse. Mais tu vois, plus les besoins ont été identifiés, qu'on avait besoin d'intégrer des informations qui provenaient aussi du terrain, plus les besoins ont été identifiés qu'on avait besoin d'intégrer aussi des informations qui provenaient, on va dire, de suivi ou d'autres choses, plus on a dû aller chercher d'autres technologies ou d'autres outils pour venir compléter ça. Ce qui fait que notre premier set de technologies choisies a vraiment évolué et changé avec le temps. Moi, je vais te laisser après. Donc, puis je trouve que c'est un grand piège, entre guillemets, dans le domaine des nouvelles technologies. C'est que souvent, on est obsédé par la nouvelle technologie qui vient de sortir et qui offre tellement de potentiel. Alors qu'il y a plein de moments où, justement, et on veut absolument utiliser cette technologie, ce qui fait qu'on trouve des besoins, des objectifs auxquels on peut répondre. Alors que souvent, il faut faire la démarche, justement, inverse, de se dire, il me semble qu'il y a un fit entre ce besoin et cette technologie, mais ce qui va primer, c'est le besoin, et je dois continuer de me centrer là-dessus. Et si à un moment, la technologie ne répond plus à ce que c'est, il faut que je sois prêt et capable d'éliminer cette technologie pour passer à la suivante. Puis, d'autant plus avec la vitesse d'évolution qu'il y a ces derniers temps. C'est toujours un site web ou c'est plutôt une application maintenant? Alors, en fait, c'est les deux. C'est typiquement un bon exemple dans lequel on se demandait quelle technologie est-ce qu'on devait utiliser. Au début, on s'est dit, ce qu'on veut, c'est un site web, parce que tout le monde peut y accéder de partout. Ensuite, le grand problème qu'on a eu, c'est quand on a commencé à demander aux gens de, ben oui, mais il faut noter si ça a marché ou pas. J'étais comme, ok, t'es mignon, ce que tu me demandes, c'est genre que j'aille rejoindre un ordinateur pour noter si l'intervention que j'ai faite quelque part a marché. Clairement, il faut que ça devienne une application. Donc on s'est dit, il faut qu'on crée une application. Sauf qu'ensuite, on est allé dans le réseau de la santé qui nous dit, vous êtes mignon, mais nous, on n'a pas accès au Wi-Fi sur nos cellulaires, donc il faut quand même que ce soit un site web. Fait que finalement, on est allé sur ce qu'on appelle des Progressive Web Apps, ce qui sont, en gros, c'est une application que tu peux accéder depuis Internet aussi, ou depuis des technologies. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, on ne sait pas trop ce qui fonctionne. Moi, je pourrais vous donner peut-être une idée de ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est souvent de rester dans les zones de confort des gens. Donc, par exemple, si vous êtes en milieu scolaire, ça, Marc-Olivier, tu as dû t'en rendre compte, les gens ont des habitudes de communication, ont des habitudes de fonctionnement. Et quand on veut faire un changement, si on s'associe, si on essaie de rentrer dans un moule qui existe déjà, il y a des possibilités que le changement soit moins radical et donc que l'appropriation se fasse un petit peu plus facilement. Ce qui peut aider, par exemple, de dire, bon, si les gens utilisent déjà une plateforme XYZ ou si cette plateforme-là a l'air de telle façon, ou fonctionne avec des boutons de telle façon, si vous changez moins le processus, vous allez peut-être avoir plus de succès pour ce qui est de l'appropriation, du changement. Myeline, moi, Marc-Olivier, je le décrirais simplement comme une solution à l'infobésité en santé mentale, en autisme. Et cette solution-là, par contre, concrètement, de quoi elle a l'air et comment elle fonctionne, c'est là tout le problème. Mais Myeline, pour moi, c'est ça. C'est une solution à cette infobésité-là à laquelle on fait tous face, soit les intervenants, soit les professeurs, soit les parents, ou soit les patients en question. Donc, si on continue d'utiliser ce qui fonctionne déjà bien avec un public cible et qu'on essaye de s'y coller le plus possible, le changement risque de s'opérer plus facilement. Je me répète, mais il risque d'avoir une appropriation un petit peu plus facile. La même chose, si on essaye de jargonner tous de la même façon, on risque d'arriver au point d'arriver tous en même temps. Donc, ce qui est du contenu, du contenant, minimiser la demande en changement quand on arrive avec un outil nouveau ou un contenu nouveau. Puis là où je suis d'accord, c'est que oui, il y a quand même des choses qui sont plus recherchées sur autant comment favoriser la gestion du changement que sur des outils de co-construction. Il y a des choses qui existent. Et effectivement, commencer à se baser là-dessus va au moins nous permettre d'éviter, disons, un bon 80% des erreurs. Le risque, c'est qu'on se dise, on va les utiliser, puis ça a marché dans plein d'autres milieux, fait que c'est ça qu'on doit utiliser maintenant, parce que non, ça se peut que notre milieu soit radicalement différent, puis qu'on doive changer des choses. Fait que partir de ce qui existe, c'est pas du tout une mauvaise voie, au contraire, je veux dire, si j'étais arrivé en disant... Aussi, exactement. Ensuite, par contre, là où je pense qu'il faut rajouter quelque chose, c'est justement d'avoir cette humilité après,
de se dire, bon, ben, écoute, j'ai utilisé par exemple, des ateliers délibératifs qui sont quand même bien prouvés sur méthodologie, mais ça a bien marché avec les intervenants, mais ça a zéro marché par exemple avec les familles. Pourquoi? Puis ensuite de dire aux familles, ben, écoutez, il me semble qu'on n'a pas réussi à aller autant, est-ce qu'on pourrait aller ailleurs, est-ce qu'on pourrait en reparler dans un autre milieu? Il me semble qu'on n'a pas fait un super bon job à vous intégrer là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Puis être ouvert aux suggestions qui viennent. On nous a demandé de faire des Facebook Live. Je n'ai jamais fait de Facebook Live de ma vie. Puis écoute, je fais partie des personnes qui haïssent s'écouter en plus, genre quand il y a des vidéos ou d'autres choses. Je suis en train de désensibiliser ça en participant à des événements comme ça. Mais tu les fais, puis tu regardes les feedbacks que tu as des gens, puis tu arrives à la fin, puis tu es comme, OK, ben écoute, il y a telle chose quand même qui est sortie là-dedans, qui n'était pas sortie avant. Clairement, je ne dis pas que c'est l'unique méthode qu'on doit utiliser, mais c'est une méthode qu'on va ajouter à notre boîte à outils pour aller chercher des feedbacks. Et honnêtement, moi, une des clés que tu dis là, c'est la multiplicité des outils. Ouais. Ce qui a été montré comme étant efficace aussi, c'est de ne pas avoir qu'un marteau dans son coffre à outils. Donc, d'aller chercher les besoins des gens, d'aller chercher leur opinion, d'aller chercher puis sur différentes composantes aussi, là. Ça aussi, ça dépend. Donc, les connaissances en soi vont peut-être avoir besoin d'une certaine technique, tandis que le contenu, comme tu nommais tout à l'heure, le contenant va permettre de le faire d'une autre façon. Donc, c'est pas une clé Allen qui fait tout, c'est toutes sortes, c'est l'accumulation des essais et des erreurs qui font qu'on arrive à quelque chose. Après, si on fait ça sans documenter, si on fait ça sans avoir une certaine rigueur aussi, on risque de simplement les faire et de tabletter tout autant les résultats de ça. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un fil conducteur, qu'il y ait quelqu'un qui va coordonner tout ça, qu'il y ait quelqu'un qui ait un chef d'orchestre dans les processus de coproduction, un intermédiaire ou tout dépendant de comment on veut le nommer, là, mais quelqu'un qui va garder la mémoire active et qui va être capable de ramener dire, mais non, mais ça, on l'a fait il y a 6 mois. Non, mais ça a été nommé à ce moment-là. Ah, ben, ça, on nous avait dit que. Donc, des fois, on fait intervenir toutes sortes de gens dans la coproduction, mais il n'y a pas de fil conducteur. Donc, moi, je reviens sur l'évaluation. Est-ce que c'est l'évaluation qui va nous permettre de garder ce fil conducteur-là? Est-ce que c'est une personne en soi qui va jouer l'intermédiaire dans le processus de coproduction? Voilà. Donc, je pense que toi, tu joues beaucoup ce rôle-là en gardant les mains sur... Je ne suis pas la seule personne dans Myelin. On essaye d'avoir un peu une base de données de tous les feedbacks qu'on a reçus. Et c'est même une des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir, de se dire, mais écoute, on a une liste de plein de choses qu'on devrait améliorer. Ensuite, on ne peut pas tout améliorer à la fois. Il n'y a pas tout qui serait pertinent à mettre en place aussi. Mais au moins, on sait, OK, on a reçu tant de feedback sur tel point, on a telle chose qui était vraiment urgente. Puis une fois de plus, quand je dis tant de feedback, c'est par beaucoup d'outils différents, par beaucoup d'éléments de notre boîte à outils. Puis ensuite, c'est juste de s'assurer de ne pas perdre ça. Parce qu'aussi, au bout d'un moment, quand les gens t'ont dit 10 fois que tu devais améliorer quelque chose et que tu ne le fais pas, ben là, tu commences à donner l'impression aux gens qui font que ta co-construction, c'est juste en gros du... Tu essaies de donner une bonne image aux gens en disant « Moi, je fais de la co-construction, mais en réalité, tu n'es pas là pour écouter réellement. » Enfin, une fois de plus, la position que tu as là-dedans, la transparence. La différence entre écouter et entendre. Mais je suis très d'accord avec ça. Puis ensuite, c'est sûr que tu ne peux pas tout mettre en place tout de suite, mais il faut que les gens soient convaincus que ce soit vrai, que quand ils te donnent un feedback, tu vas faire tout ce que tu peux pour essayer de l'intégrer, essayer de l'améliorer, essayer de donner quelque chose qui va intégrer ça, parce que sinon, tu es littéralement en train de dire aux gens qui sont en train de perdre leur temps, puis c'est un peu irrespectueux pour toutes les personnes qui passent du temps, mais il y a des gens qui sont avec nous depuis 2 ans, qui ont répondu à quasiment tous les questionnaires, qui ont participé à tous nos événements. En plus, à part recevoir 2-3 cafés et quelques cookies, ils n'ont pas eu de rémunération pour ça. C'est hallucinant le travail qu'ils ont fait pour soutenir un projet comme le nôtre. D'un point de vue reconnaissance, la moindre des choses, c'est de justement essayer d'écouter, d'adapter puis d'apprendre de ça. Ensuite, c'est plus mes convictions personnelles, mais je pense que c'est un élément clé. C'est une des barrières aussi qui est nommée dans la co-construction. Souvent, c'est un processus qui est flou, donc comme tu disais, qui crée de l'anxiété et donc qui est démotivateur en soi. Donc, si les gens n'ont pas l'impression d'être entendus dès le départ et de façon constante, la motivation va baisser et
Ensuite, on ne peut plus entendre aussi, on peut pas avoir un échantillon qui va être nécessairement représentatif. On va avoir des gens qui vont vouloir co-construire pour différentes raisons, mais si on veut garder un échantillon qui est le plus large possible, ben, faut les motiver, il faut les maintenir. Et oui, les cafés, les cookies, c'est bien, mais la reconnaissance, c'est entendre les gens. Donc, de dire, on vous amène ici pour ça, et donc on a en retour entendu ce que vous avez dit. D'un autre côté, Et mis en application. Et si on ne le met pas en application, d'expliquer aussi pourquoi. Donc, ça prend beaucoup de temps. En même temps, ce qu'on est en train de dire est horriblement frustrant. Je me rappelle au début, quand je me suis dit « Oh mon Dieu, il faut que je fasse de la co-construction » et que je suis allé voir des personnes pour dire « Ok, comment est-ce qu'on fait de la co-construction ?» Je trouvais ça beaucoup plus agréable. Les personnes qui m'ont donné des livres sur les méthodologies pour faire de la co-construction et qui m'ont dit vous faites tel atelier de telle façon avec tel type d'animateur, ça va super bien marcher. Que les autres personnes qui m'ont dit tu veux faire de la co-construction, tu dis j'ai envie de faire ça, je ne sais pas comment le faire, tu vas rencontrer les gens et tu leur demandes comment est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble. J'étais comme, ça me semble vraiment pas rigoureux comme méthodologie, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais à la fin, c'est que ça reste très vrai, il n'y a pas une solution, c'est tu rencontres les gens, tu t'adaptes à leur réalité, leurs besoins, ce qu'il faut et comment tu vas pouvoir aller chercher le maximum d'informations que tu peux mettre en application. Il faut prendre le train pendant qu'il passe, il faut s'ancrer dans leur réalité et ensuite rester humble et reconnaissant de tout ce qui est donné, dit et partagé. Juste pour revenir, en fait, si on part pour être très clair, transfert de connaissances, co-construction est un outil de transfert de connaissances. Ouais. Est-ce que le fait de revenir, de vous adapter à ce qui est développé au fur et à mesure, permet de revenir sur des stratégies de transfert de connaissances qui auraient été posées sur papier, comme un plan de transfert? Ma question, en fait, c'est le souvenir d'une présentation sur de la délibération citoyenne, avec une diapo simplissime, mais très révélatrice, entre rigueur et impact. Comment on doit se placer d'un bout à l'autre, c'est-à-dire que la rigueur d'un plan de transfert ou de ce qu'on a l'habitude, et encore une fois le transfert de connaissances, ça peut être aussi un terme galvaudé, comme la co-construction, mais comment on maintient une rigueur tout en s'adaptant à ce qui va se passer au moment du processus de co-construction pour avoir de l'impact, mais voilà, comment l'un et l'autre fonctionnent, même si la co-construction découle du transfert. Est-ce que c'est... Moi, je vais faire une petite réponse, mais relativement courte là-dessus. Je pense que ça dépend beaucoup de ce que tu essaies de faire. Comme nous, on était dans un domaine extrêmement flou. On n'était pas en train de se dire, on va prendre tel outil qui existe dans tel autre domaine, puis on va juste l'appliquer ici, donc on a une bonne base sur laquelle partir. À partir du moment où on a commencé à se dire, OK, il faut vraiment qu'on fasse de la vraie co-construction, donc on a rencontré les gens, puis qu'on ose redéfinir des grands pans du projet, on savait que ça allait être extrêmement dur de suivre et même de faire un quelconque plan. Tu peux faire une structure de base en disant on va donner un feedback tous les mois, mais tu n'as aucune idée de ça va être quoi ce feedback. Ce qui fait qu'on était même dans cette situation un peu paradoxale où tu disais mais je ne vois même pas comment je pourrais créer un modèle de recherche sur ce qu'on est en train de faire parce que les choses changent trop vite. Et si tu veux pouvoir mesurer, tu as besoin d'avoir une certaine stabilité. C'est pour ça que nous au début on est allé dans des méthodes honnêtement très qualitatives de dire écoute on va juste faire des rapports, on n'essaiera même pas encore de publier ça dans un article ou quoi que ce soit parce qu'on n'est pas rendu à ce niveau de stabilité. Maintenant, on a des choses qui sont beaucoup plus stables dans ce qu'on fait, qu'on voit, qui ont passé le test du temps après 2 ans, qui commencent à être des éléments clés qu'on peut transférer, qu'on peut commencer à évaluer, qu'on peut commencer à vraiment rajouter beaucoup plus de rigueur dedans. On a toujours d'autres éléments, par exemple sur des aspects de design, de technologie, de comment est-ce qu'on utilise ça, qui eux restent encore très soumis à des changements et qui vont être peut-être radicalement différents dans 3 mois, qu'on reste dans un aspect vraiment beaucoup plus délibératif. Le but, c'est de vous écouter et dans lesquels on sait qu'on ne peut pas, entre guillemets, s'enfermer dans autant de rigueur que ce qu'on fait d'habitude. Enfin, nous, notre solution, ça a été en gros de morceler le projet avec des éléments sur lesquels on ne compromet absolument pas la rigueur et d'autres qui, eux, sont beaucoup plus flexibles. Effectivement, la co-construction est un outil de transfert de connaissances. Donc, l'idée de transférer des connaissances, c'est pas du tout unidirectionnel. Là. Ce qui fonctionne bien, c'est toujours en mode échange. Par contre, pour écouter les gens, il y a plusieurs façons. Il y a, ceux qui nous connaissent, là, aujourd'hui, on vous fait une présentation qui est très plus praticien, je dirais, plus expérientielle.
Mais on est toutes les deux des gens très rigoureux en lien avec la méthodologie scientifique et on y tient extrêmement. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que toute la science du transfert de connaissances, quand elle vient s'appliquer sur le terrain, elle a aussi ses limitations et en étant trop rigoureux, on n'entend pas vraiment. Donc, quand on écrit sur un papier, sur un plan de transfert de connaissances, écouter les besoins, aller chercher les besoins, c'est un peu ce qu'on voulait vous dire avec Marc-Olivier aujourd'hui, c'est que c'est pas si simple et c'est pas c'est une phase qui est cruciale, qui est souvent faite rapidement parce que les projets ont une vie en soi et qu'on ne peut pas s'éterniser. Mais c'est une phase qui va déterminer l'impact, là, si je veux revenir à ça. Donc oui, la rigueur, mais une rigueur au niveau de l'écoute au début de c'est quoi vraiment le besoin. Mais même dans cette science-là, c'est pas si facile à déterminer, même s'il y a toutes sortes de méthodologies, tout ça. Donc, oui, de parler avec les gens, mais de oser aller leur demander qu'est-ce qu'ils ont besoin au moment X, au temps T, c'est pas une perte de temps, loin de là. Dans les problèmes complexes comme myéline, la co-construction, après j'arrête, la co-construction est une solution en soi puisque tout est à inventer. Une autre façon d'écouter les besoins des gens, c'est aussi de lire la recherche parce qu'il y a plein d'études qualitatives ou quantitatives qui est faite en sciences humaines ou en informatique, par exemple, tout ce qui est fait sur le user X, si on reste en numérique, ça nous informe beaucoup sur comment les gens se comportent sur Internet ou avec les applications. Donc, c'est une façon d'écouter que de lire la littérature. C'est pas juste de dire il faut refaire tout le temps des focus group avec 4 personnes et puis là, on a écouté les gens. Les gens nous parlent à travers la recherche en sciences humaines, la recherche qui est faite sur des thématiques qui nous intéressent, qui se mettent en application. Il y a de la recherche qui se fait sur tout. Donc, c'est vraiment de trianguler un peu nos sources d'écoute. La co-construction peut être une solution quand on a besoin d'un problème complexe qui est quand même assez dans les flous à déterminer, je crois. Dans le domaine du transfert de connaissances, on nous parle énormément de l'importance de la réponse aux besoins. Je pense que c'est l'élément clé. Il faut à un moment, y compris, accepter que la réponse que tu peux avoir des gens, c'est que tu ne réponds pas du tout à un besoin ou que fondamentalement ce que tu fais ne sert à rien ou que tu ne fais pas de la bonne façon. Il faut vraiment avoir une sorte, je vais revenir à cette notion d'humilité une fois de plus, mais je pense que c'est l'élément clé. Et ensuite, le modèle de transfert de connaissances qu'on utilise, etc., va énormément dépendre de ce qui est pertinent pour les gens. On a souvent cette idée de tel modèle est meilleur, c'est vrai qu'il y en a des qui de façon générale marchent mieux, il y a des erreurs qu'on peut éviter de façon générale. Ensuite, tu ne peux jamais exclure que tu es dans une situation où ce modèle qui marche quasiment jamais est super pertinent. C'est un peu le même piège qu'on a avec les technologies, c'est qu'évidemment les technologies ouvrent des potentiels extraordinaires. Et je veux dire, à un moment, je vais prendre un exemple horriblement caricatural, mais si tu veux faire de la sensibilisation auprès de personnes qui ont une moyenne d'âge de 80 ans, mais peut-être plus des flyers dans le truc du médecin, ça va peut-être être plus efficace que de créer un groupe Facebook secret sur lesquels en tout cas, bref, peu importe. Il y a vraiment cette logique c'est très facile de prendre un modèle ou de prendre une technologie, puis mon but, c'est pas de dire qu'on ne doit pas tenir compte des modèles ou des technologies, mais il faut en aucun cas juste les imposer. Puis ça rejoint un peu ce que tu nous demandais avant, de trouver cet équilibre entre partir de ce qu'on sait qui a une plus grande probabilité de marcher, mais ensuite regarder est-ce que ça marche vraiment et s'adapter là-dessus. Avoir la possibilité de revenir. Puis ça, des fois, c'est difficile parce que les financements sont en lien avec un plan déterminé. Donc, on va appliquer, par exemple, pour un projet de transfert de connaissances, mais on n'a pas... on a vu le financement, on s'est dit, OK, bon, ben nous, on sait que les utilisateurs ont probablement ce besoin-là ou devraient savoir ou devraient détenir ces savoirs-là. Et là, on va se dire, bon, ben là, il y a tel budget, donc quel outil peut rentrer dans ce budget-là? Donc, il y a des contraintes, hein, on en est toutes conscients, là.
de ces contraintes-là, mais de se donner l'opportunité au moins de parler avec nos gestionnaires, nos dirigeants, nos financeurs, de dire, bien, ça, c'est une proposition, mais dans ma première phase, si je me rends compte que cet outil-là n'est pas le meilleur, bien, je vais quand même revenir sur ma planche à dessin. Puis ça, c'est un élément qui, à mon avis, est clé. Nous, on a été un peu plus radical que ça, parce qu'à un moment, on s'est même créé en tant qu'organisation indépendante, parce qu'on était comme genre, bon, quitte à énerver des gestionnaires, autant que ce soit nous, nos propres gestionnaires, qu'on énerve. Mais je dis ça de façon un peu caricaturale, mais l'idée était vraiment de se dire, écoute, là, toutes les voies qu'on trouve pour pouvoir faire des tests avec les gens nous demandent de préstructurer ce qu'on va faire, pour pouvoir obtenir des subventions ou pour pouvoir obtenir du soutien, etc. On n'est pas rendu là à ce stade-là. On veut bien essayer de structurer quelque chose, mais littéralement, ça se base sur nos gut feelings ou sur des revues de littérature, mais qui n'étaient pas basées sur ce qu'on est en train de faire dans ce domaine-là. Ce qui fait qu'avant même d'essayer de faire ça, puis de commencer à lancer des recherches ou d'autres choses, on va faire nos tests de notre côté, on va aller voir si on peut trouver des soutiens d'autres façons, puis une fois qu'on aura atteint quelque chose, on se dit ce qui marche vraiment mieux dans cette situation-là, en tout cas ce qu'on a l'impression qui marche mieux, c'est ça. Maintenant on est rendu à, on va le tester réellement, puis on va aller plus loin, etc. Mais il y a une phase préalable à faire d'écoute avant même de commencer ton plan de transfert de connaissances ou autre. Ton plan, c'est de te rendre au prototype, en fait. Oui, exactement. C'est-à-dire, dans le cas de Myéline, c'est de dire, bien, mon plan de transfert de connaissances, il faut que je ne peux pas me rendre à la solution, il faut que je me rende au prototype, puis ça se peut que le prototype, ben, il soit détruit pour arriver à quelque chose d'autre. Mais dans d'autres domaines, ils travaillent comme ça, mais nous, on a souvent plus le réflexe de dire, bon, ben, tel outil a été démontré comme, mais encore là, ça, c'est l'exemple de Myéline, hein, c'est pas une réponse universelle qu'on est en train de vous donner. Là. On parle vraiment de Myéline et de solutions pas faciles avec plusieurs publics, une solution technologique de surcroît. Puis, par contre, là où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant pour faire un lien, au niveau du transfert de connaissances, si on parlait justement de la nécessité de s'adapter, de ne pas forcément se dire, OK, il y a juste un seul modèle qu'on va utiliser là-dedans. Je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, on est dans une conférence qui touche vraiment au niveau des technologies. Et il y a vraiment une très grande tendance, lorsqu'il y a une nouvelle technologie qui sort, d'avoir tout un coup de se dire « Oh mon Dieu, le potentiel de cette technologie est extraordinaire, il faut qu'on l'utilise, on va… » Et là, tout d'un coup, tu vois 7000 demandes qui veulent utiliser la même technologie, c'est l'intelligence artificielle, pour créer plein de choses différentes. Et là-dedans, il y a des pépites, il y a des fois où effectivement, il y a un besoin, une technologie qui fonctionne ensemble et c'est extraordinaire quand ça arrive. Il y a plein de situations où ça n'arrive absolument pas. Le nombre de projets qu'on voit, qu'on rencontre, on dit on veut utiliser l'intelligence artificielle pour ça. T'es comme, mais t'as absolument pas besoin d'utiliser l'intelligence artificielle pour ça. Le fait d'aller faire ça, ça va juste te coûter 50 fois plus cher pour être 0,001% plus efficace au bout de 10 ans. Ça sert à rien. Même nous, au début, on était obsédés par l'intelligence artificielle. Ce qu'on a réalisé, c'était que l'importance de la plateforme, des liens sémantiques entre les choses, même jusqu'à un certain niveau de l'expérience utilisateur ou des choses qui sont un peu plus old school, avait un impact tout aussi important là-dedans, puis qui ne fait pas juste suivre de se dire c'est ça la nouvelle technologie, je vais utiliser celle-ci. Fait que je trouve que quand on parle justement des technologies dans le domaine de la santé, essayer de vraiment faire un effort actif pour ne pas juste suivre l'effet de mode, ce qui paraît très évident comme ça, mais qui n'est pas si facile à faire parce qu'il y a des gros mouvements sociaux là-dedans. C'est un point aussi qui est extrêmement important, que ce soit des projets aussi complexes comme Myéline ou que ce soit juste de réfléchir comment transmettre telle nouvelle recherche qui est sortie. Ça regroupe combien de gens environ, à la fois là, les utilisateurs qui vous alimentent par des questions, puis là, si je comprends bien, j'ai peu vu de ce que vous faites exactement, là, je viens plus à la pêche, mais donc à la fois les utilisateurs et à la fois ceux qui travaillent à donner réponse et à alimenter la plateforme. On parle de combien de gens qui sont… Alors je te dirais, nous comme on a travaillé pendant assez longtemps, on avait une logique de co-construction fermée. Donc de dire, il y avait des gens à qui on demandait de s'engager pour vraiment mettre dans la pratique. Donc là on avait à peu près 300 personnes. Maintenant on a augmenté, on est toujours en dessous d'un millier d'utilisateurs, mais je te dirais on a dû augmenter peut-être à 500, quelque chose comme ça. Ensuite si tu touches toutes les personnes qui sont impliquées de façon générale, tu prends juste un exemple. Sur Facebook, je pense qu'on a à peu près 3000 personnes. Donc plus que ce qu'on a objectivement d'utilisateurs, il y a plein de gens qui vont même jamais utiliser la plateforme et qui sont comme ce genre de projet, j'ai envie de donner mon point de vue là-dedans.
Le nombre de personnes qui juste nous ont envoyé des informations parce qu'ils ont entendu parler de nous dans une infolette, par exemple, qui était en France. Il faudrait que je regarde le nombre d'emails que j'ai reçus, mais là, on doit par contre dépasser le millier de personnes qui nous ont écrit. Ensuite, parfois pour nous dire des choses, on était comme, je ne comprends même pas le rapport ou ce que tu essaies de m'amener là-dedans, mais parfois pour nous dire des choses où j'étais comme, mon Dieu, ça fait littéralement 12 ans que je suis en train de travailler là-dedans. Toi, tu as découvert ma plateforme hier et tu me donnes un feedback auquel j'ai jamais pensé là-dedans. Fait qu'on se retrouve vite à toucher beaucoup de personnes, puis là-dedans, il faut même commencer à penser aux personnes indirectes, comme par exemple, il y a beaucoup de familles qui viennent nous parler, mais qui viennent nous dire aussi, ben moi je peux l'utiliser, mais globalement, c'est souvent mon voisin qui fait de la garde de mon enfant. Lui, je pense pas qu'il va pouvoir utiliser quelque chose comme ça parce que X raison. Fait que tu commences à avoir quasiment toute une communauté qui est impliquée. Puis bon, ensuite, on a beaucoup de chance en ayant commencé dans le domaine de l'autisme parce que c'est déjà un domaine où les gens sont extrêmement impliqués. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de changer des choses, il y a beaucoup d'activités, ce qui fait qu'on a eu vraiment la chance d'avoir plein de gens qui sont venus nous voir, soit pour nous féliciter, ce qui est toujours nice, ça fait du bien, soit justement pour chialer, ce qui est vraiment intéressant. C'est ça qui nous a permis d'avancer. Constructive, Marco, critique constructive. Pas chialer, critique constructive. Mais quand tu dis aux gens, hey, fais-moi des critiques constructives, je trouve que ça met de la pression. Alors si on est comme genre, hey, il y a quelque chose qui ne te parle pas, ben viens chialer, ça va nous faire plaisir de t'écouter. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'on doit continuer devant un café, ça passe beaucoup plus facilement. Mais je suis d'accord avec toi. Même là, il y a du jargon qui est important pour ouvrir les vannes. J'ai toujours des questions en fait sans fin, mais c'est venu en vous entendant, je ne vous l'ai jamais posé là, mais ça semble évident, le financement, puisque vous en parliez. Qui est-ce qui a été à tes côtés dès le début? Quel type d'acteur? Je ne vais te demander les sommes, juste les gens. Et est-ce que vous trouvez, par rapport à ce qu'on disait entre rigueur et impact, que les organismes publics de subvention sont adaptés à ce type de modèle? Il y a quelque chose dont une amie qui m'a parlé, qui a participé à la déclaration de Montréal et qui me disait qu'il y a une grosse, ce qu'on appelle la promesse en recherche, où on est obligé de faire beaucoup de promesses dans les demandes de subventions pour essayer de répondre le maximum à ce qu'on nous demande d'écrire pour avoir les subventions. Voilà, comment le jour où vous dirigerez vers des subventions publiques, comment vous allez réussir à formuler tout ça? C'est une excellente question. Nous, ça a même été justement au moment où on devait se constituer en tant que projet, de se dire, ben, à un moment, si tu te lances dans des projets aussi complexes que ça, c'est clairement que tu ne dis pas, mon Dieu, je vais être millionnaire demain. Sinon, j'ai fait des vraiment mauvais choix de carrière dans ma vie. Mais tu te dis, bon, il y a quand même des gens qui ont participé, il faut qu'on ait une base financière pour pouvoir faire fonctionner la base de ce qu'on essaie de construire, pour pouvoir développer, pour pouvoir mener nos expériences, etc. Comme on était dans un domaine très innovant, c'est oui, tu peux te lancer sur des grosses subventions de recherche, mais qui vont être sur plusieurs années, qui vont être relativement complexes à aller chercher, puis qui ne vont pas forcément être totalement adaptées, même si elles le deviennent de plus en plus, avec toute l'instabilité qu'il peut y avoir dans un processus de début. Ce qui fait que nous, on s'était constitué en tant qu'entreprise, une entreprise ensuite à mission sociale, mais une entreprise quand même, pour aller chercher des choses qui touchent beaucoup plus à la recherche et développement, dans lesquelles, globalement, il y a beaucoup plus cette obsession de, à la fin, si au mieux vous nous dites que vous avez fait tel test, puis votre produit ne marchait pas du tout, puis il faut le changer, ils sont très ouverts parce que globalement, ce que tu leur dis, c'est vous nous avez donné de l'argent pour créer quelque chose qui va pouvoir se vendre, donc on s'adapte à ça. Fait qu'il y a plus de flexibilité là-dedans. Et là où ça devient un peu plus difficile, c'est quand tu essaies d'expliquer aux gens oui, mais on est une entreprise sociale. C'est-à-dire que oui, on est conscient qu'on doit faire de l'argent pour pouvoir donner notre service, pour pouvoir grandir, parce qu'à un moment, le but de ce qu'on fait, c'est pas juste de développer une technologie puis que tout d'un coup, demain, il y a quelqu'un qui fasse pareil mais qui revende toutes les données personnelles à des entreprises pharmaceutiques parce qu'ils ont plus d'argent que nous. Donc on a une obligation même éthique de grandir le plus possible. En même temps, tu n'as pas envie de tomber dans l'autre logique qui est de dire « Ouh, vous avez des parents d'enfants autistes qui sont en train de souffrir et vous pouvez leur donner une réponse, faites-les payer énormément, évidemment que c'est inacceptable. » Fait que tu dois commencer à trouver des modèles qui sont efficients, qui soient éthiques, et tu dois trouver des gens qui sont prêts à investir ou à soutenir des projets qui naviguent dans cette espèce d'entre-deux. Et souvent, malheureusement, même si c'est vraiment en train de changer, le Québec est très intéressant sur le développement de l'entrepreneuriat social, il y a encore beaucoup cette optique de... Tu as par exemple des fondations ou des organismes qui font de la charité. Le but, c'est de donner aux pauvres petites personnes qui en ont besoin, ou des qui sont là pour investir. Le but, c'est de faire un maximum de cash.
Et finalement, on commence de plus en plus à avoir quelque chose qui arrive entre deux, de se dire, ce qu'on veut, c'est créer quelque chose qui a de l'impact. Ça implique pas avoir une dimension financière, mais ça implique de ne pas se limiter à cette dimension-là. Et je te dirais, du coup, ma réponse est très floue, parce qu'on est encore en train de travailler là-dessus, on n'a pas encore trouvé la formule magique, mais nos soutiens proviennent de sources extrêmement variées. Beaucoup de choses sur l'innovation, les nouvelles technologies, mais on est aussi en discussion avec des fondations, on est aussi en discussion avec des fonds d'investissement, avec plein de sources différentes. Et la logique, c'est toujours de dire, nous, on fait ça, puis c'est comme ça qu'on va le faire. Comment est-ce que vous pouvez fitter là-dedans? Je pense que le développement, par exemple, d'indicateurs en innovation sociale ou d'indicateurs d'impact, justement, permet de mesurer différemment ce qui avant était un flou. C'est pas parfait, les indicateurs, mais ça permet quand même de voir ou d'apprécier un certain impact. Ce qui est nouveau au niveau du social. Donc, c'est un peu ça aussi dont tu parlais, Marc-Olivier, où on arrive à mesurer combien c'est important qu'un système de santé soit basé, par exemple, sur des informations qui sont probantes, parce que sinon, ça coûte trop cher. Je dis ce qui me vient par la tête, là, mais ou que pour une personne qui souffre, par exemple, d'autisme, de perdre une année avec des traitements qui sont prouvés comme étant inefficaces, ça a une retombée économique et sociale importante. Donc ça commence à changer pour les financements. On entend que les retombées sociales ont des retombées économiques importantes, donc on commence à parler le même jargon. Pour ce qui est des financements en transfert de connaissances ou en lien avec la recherche, ce que tu nommais la promesse est inhérente. Là. Il faut, même dans un projet de recherche, on part d'une hypothèse, mais il faut déjà presque dire qu'est-ce qu'on va trouver. Donc, quand on dit qu'on va communiquer notre recherche, puis qu'on ne l'a même pas encore fait, puis qu'on dit comment on va la communiquer, sans savoir encore qu'est-ce qu'on a trouvé, est-ce que c'est adapté avec tout ce qu'on vient de dire? Je mets un point d'interrogation là-dessus. Il y a un monsieur derrière qui avait une question. Oui, bonjour. J'ai aussi une question. Parce qu'en ce moment, ce sont des grandes infrastructures du côté du domaine social, du domaine de la santé, et interconnecter et partager ces applications avec les spécialistes interdisciplinaires et avec les patients. Et je me pose la question parce que je travaille du côté de gestion de projets en plusieurs domaines. Je suis aussi étudiante à temps partiel à côté de médecine de Sherbrooke. Comment on peut avoir accès à cette infrastructure? Au niveau public? De côté public, de côté privé. Parce qu'en ce moment, il y a de grandes structures, mais je ne sais pas comment on peut améliorer l'accès. Alors, comment avoir accès aux grandes structures publiques qui existent, notamment sur la question justement des nouvelles technologies et des nouveaux programmes qui peuvent exister? Objectivement, c'est très difficile. Il y a même une sorte de paradoxe au début où tu arrives en disant, nous on a une nouvelle technologie qui peut améliorer des choses. C'est comme, ok, on va vous soutenir quand vous aurez des preuves. C'est comme, oui, mais je ne vais pas pouvoir faire des preuves si je ne peux pas tester mon application dans votre milieu. Et on se retrouve très vite à être, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puis de se dire, ok, mais comment je commence? Souvent, ça prend beaucoup de temps parce que ce que tu dois faire, c'est d'abord trouver souvent des chercheurs ou des milieux de pratique qui se disent, nous, on est prêt à prendre le risque d'utiliser cette technologie parce que ça se base sur ça. Ça te permet d'obtenir des premières données probantes qui sont souvent qualitatives au début. Ça te permet d'avoir des premières démarches de pouvoir dire, hey, ça a été testé dans tel hôpital, dans tel CIUS, dans tel milieu, qui, eux, te permettent de monter un palier pour pouvoir dire, bon, écoutez, on a déjà telle preuve, maintenant on veut se rendre à un niveau plus haut, mais c'est vraiment un travail de monter étape par étape. Puis nous, nos premiers tests, ça a été vraiment, par exemple, des équipes qui ont demandé à leur gestionnaire, écoutez, nous, on a telle nouvelle technologie, on a telle réserve, par exemple, pour acheter du matériel,
il y a telle entreprise qui fait quelque chose, est-ce qu'on peut tester? Un gestionnaire qui a dit, ben oui, testez-le, il n'y a pas l'air d'avoir de risque, mais voici les protections qu'on prend. Ça nous a permis d'avoir des premières données qui nous ont permis d'aller chercher plus d'équipes, qui nous ont permis d'aller chercher plus, etc., pour monter petit à petit. Mais vraiment avoir accès directement aux infrastructures au niveau du réseau de la santé, des services sociaux, c'est, à moins qu'il y ait vraiment une superstar dans votre équipe qui peut ouvrir des portes, c'est malheureusement très complexe. Et ensuite, pour moi, ça vient aussi même rejoindre la question financière qu'il y a derrière. C'est que ce que disait Catherine, de parler d'impact, donc de pouvoir dire, regardez ce qu'on fait, même si c'est une mission sociale, voici l'impact que ça a. Nous, à partir du moment, on a toujours eu des données en disant, on peut estimer que ça va avoir tel impact sur la qualité des services, sur la durée des soins, etc. Mais à un moment, pouvoir participer avec des organisations pour mesurer, ok, mais financièrement, ça aurait quel impact aussi? Puis pouvoir arriver en disant, vous savez, un projet comme le nôtre, sur une échelle de 5 ans, chaque dollar investi en moyenne fait économiser 3 dollars au système de la santé. Mine de rien, ça débloque aussi certaines portes, parce que pour pouvoir rentrer dans ce réseau-là, tu as besoin de parler plusieurs langages, et du coup, tu as besoin de plusieurs types d'arguments derrière. Désolé, ma réponse n'est pas genre, voici l'adresse de la personne à qui contacter, ce serait génial, mais c'est pas aussi simple. C'est la même chose, pour convaincre, il faut savoir à qui on parle. Donc, si on parle à un gestionnaire, bien, fort probablement qu'il y a un jargon appliqué. Je sais, Marco, que tu as été, dis-moi si je me trompe, là, mais vous avez été accompagné aussi par différents organismes en entrepreneuriat. Oui, énormément. On a eu la chance. Donc, eux peuvent aider justement à comprendre les milieux, à respecter la culture de chacun des milieux. C'est une question de respect aussi. C'est pas juste de dire je vais jouer la game. C'est de dire ben ce milieu-là a telle culture, donc il faut que j'arrive aussi avec une connaissance de cette culture-là pour pas choquer ou justement lever des barrières ou des égos, compagnie. Et puis je pense que c'est un bon point, en fait, tu me permets de rebondir sur quelque chose. C'est que quand on parle de nouvelles technologies dans le domaine de la santé, quand on parle de co-construction, c'est tout des choses qui sont horriblement complexes à faire. Je veux dire, clairement, quand on se lance dans des projets comme ça, on abandonne de dormir pour quelques années. Et il y a des choses qui sont absolument vitales là-dedans, outre le fait d'avoir une équipe derrière. Je veux dire, aucun projet dans ce domaine-là peut se gérer tout seul. On voit malheureusement beaucoup trop de burn-out qui apparaissent dans ce domaine-là. Mais aussi aller chercher le maximum d'aide possible. Nous, par exemple, comme on s'était constitué en tant qu'entreprise, on a pu profiter énormément des incubateurs, des accélérateurs, de tous ces environnements-là qui permettent de structurer le modèle. Comme je le disais, on veut être quelque chose qui va être économiquement viable, pas se retrouver dans cette belle situation où il y a des familles qui dépendent de nous, puis qu'un jour on doit leur dire « Ah, ben on n'a plus d'argent, tant pis pour vous ». Donc, de vraiment créer quelque chose qui soit solide. D'un autre côté, il y a aussi beaucoup quand même de projets d'innovation, il y a de plus en plus d'hôpitaux, d'organismes qui commencent à avoir des centres d'innovation auxquels on peut prendre contact. Il faut vraiment oser contacter le maximum de personnes en se disant bah, « Écoutez, j'ai telle idée, j'ai telle chose, qui est-ce que je peux contacter, qui peut m'aider ?» Et on a toujours un peu une anxiété à faire ça. Il y a même des personnes qui sont très anxieuses en se disant « Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un me vole mon idée ?» C'est pas quelque chose qui arrive vraiment fréquemment, à moins que vous ayez trouvé un nouveau médicament ou quelque chose qui va changer le monde demain. Mais en général, mettre l'idée dehors, aller demander à des gens des feedbacks, contacter un maximum de personnes, c'est pas mal la seule solution pour pouvoir justement à un moment qu'il y ait une chaîne de personnes qui va t'amener à hey, voici la porte à laquelle il faut cogner, et voici les personnes qui vont pouvoir t'aider là-dedans, etc. Il faut donner vie à son idée. Il faut la laisser sortir à l'extérieur, voir où elle va se rendre. Des fois, ça lui prend des petites tapes dans le dos. Moi, je voudrais juste finir en disant une chose, par contre, c'est que quand on veut faire un changement, il faut avoir un certain... ce qui montre vraiment, puis ça, c'est dans tous les domaines, là, ce qui sort tout le temps, c'est qu'il faut qu'il y ait un leadership qui porte ça. Donc, par exemple, Mieline, si elle se retrouvait dans un contexte où la santé mentale, ce ne serait pas important, je le mets au niveau macro, là. Marc-Olivier arrive à un moment où on commence à réaliser où il faut en parler de la santé mentale. Il faut en parler, puis il faut s'informer, puis il faut... on réalise qu'on a besoin de tout ça. Donc, il y a des fois qu'il y a des excellentes idées, il y a des excellents projets, mais c'est juste pas le bon timing. Et donc, il faut faire des changements conceptuels avant.
Donc, dans le transfert de connaissances, avant de changer des comportements, des fois, il faut changer des idées. Il faut mettre de l'avant un besoin. Il faut parler de l'idée. Il faut essayer de déconstruire puis de convaincre les gens avant même d'arriver à un changement de comportement. Et là, les stratégies de transfert de connaissances sont différentes, évidemment. Mais s'il y a un leadership fort, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des financeurs, au niveau, justement, comme on disait, c'est la mode, mais c'est une autre façon de dire qu'il y a un leadership fort. Par exemple, là, les gens à Montréal sont intéressés par l'intelligence artificielle, il y a un leadership fort. Oui, ça vaut le coup de s'acoquiner, puis d'essayer d'en profiter, puis de surfer sur la vague. Mais ça vaut le coup aussi, des fois, d'essayer de partir la mode, puis d'essayer de dire il faut un changement conceptuel, puis de dire mais les données probantes, c'est la mode. Puis là, après, de surfer par-dessus. Donc, il faut être patient aussi de savoir où dans l'espace-temps on se situe. Et donc, ça va aussi orienter par où commencer nos efforts de transfert de connaissances. Donc, il faut être conscient de ça. Est-ce que le milieu est prêt à recevoir? Est-ce que le milieu est disponible à recevoir? Est-ce que, donc, en dehors de la connaissance, est-ce qu'il y a une ouverture? Et s'il n'y a pas d'ouverture, il faut travailler sur l'ouverture. Et pour travailler sur l'ouverture, souvent, il faut aller jouer sur les leaderships. Eh ben, je pense que ça va être la fin. Est-ce qu'un exercice pas forcément, que vous n'aimerez pas forcément, mais en 2-3 mots-clés, est-ce que vous seriez capable de me dire, à part l'écoute des besoins des utilisateurs, qui est un des temps forts de la co-construction, puis plus généralement du transfert de connaissances, est-ce que vous pourriez résumer 2-3 enjeux majeurs de la co-construction, puis particulièrement dans ce cas de Méline, là, qui nous a été très bien expliqué? Je dirais que pour moi, les points clés, on en a parlé de la position d'humilité à la base, mais vraiment intégrer de se dire les connaissances des personnes que j'ai en face de moi sont tout aussi importantes que les miennes, voire sur certains points largement meilleures. Le fait de vraiment s'adapter le plus possible, le fait de... Je dirais que fondamentalement, tout revient à ça. Pour moi, c'est vraiment les 2 points, avoir une bonne position, puis ensuite être prêt à s'adapter. Ensuite, pour moi, le 3e point qui vient beaucoup avec, c'est qu'il y a quand même un gros travail, entre guillemets, de courage à faire là-dedans. Là. Donc, de oser se remettre en question, puis oser, puis je dis absolument pas que c'est moi qui le fais, je l'ai vu dans d'autres projets qui étaient absolument extraordinaires, où tout d'un coup, tu croises des personnes qui vont travailler sur un truc pendant 10 ans de leur vie, qui tout d'un coup font comme genre, hey, en fait, j'ai complètement tort. Hey, je repars au travail. Puis t'es comme, waouh, je suis impressionné par ça, puis je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Fait que je te dis que moi, c'est les points principaux, ça paraît très hautement conceptuel comme ça, mais c'est les points qui, en tout cas, moi, que j'ai appris pendant ces derniers temps. Moi, je dirais de bien comprendre la différence entre écoute et entendre. Entendre nécessite une certaine action. Une rigueur dans le processus de co-construction qui nécessite une documentation, une organisation, et pas juste de tabletter ce qu'on nous dit. Donc, je reviens sur mon entendre, mais pour entendre, il faut être organisé dans le temps et donc s'évaluer. Ben, c'est l'humilité aussi là, de ce que tu nommais au départ, mais de privilégier un climat bienveillant. En co-construction, il faut, c'est beaucoup de respect, c'est beaucoup d'humilité, c'est beaucoup de travail sur soi, en équipe, en écoute et d'oser, comme tu disais. Donc, pour oser, il faut être bienveillant pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité de parler et de dire et de chialer. Et si je peux finir sur une chose, juste pour être un peu cohérent avec ce qu'on a dit. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, que ce soit maintenant, que ce soit quand ils verront la vidéo, qui vont essayer d'aller sur Myriline pour aller le tester. Excellent, je vais en profiter pour dire que s'il y a des choses que vous voyez qu'on peut améliorer, changer ou des suggestions, écrivez-moi, on pourra transmettre mon adresse email à la fin, ça me fait toujours plaisir. Fait que n'hésitez pas et j'ai aucun doute que même chose sur les conférences, que si les gens vous renvoient des feedbacks, vous serez super. Je dirais aussi, là, Virginie, tu me diras si c'est possible, là, mais comme on a beaucoup parlé d'expérience et tout ça, là, que c'est un exemple, on pourra aussi donner certaines ressources de littérature scientifique ou de données probantes en lien avec des choses en co-construction qui fonctionnent.
Puis si les gens ont des questions, ils peuvent toujours nous demander aussi. Moi, par exemple, je prends beaucoup de temps à répondre à mes mails, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Fait que, Ok. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.